Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est temps de démarrer notre 8e session de Futurapolis Planète, toujours en direct du Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle, pardonnez-moi d'être un peu insistant, mais ça marche très très bien ce soir. On est, depuis hier, on est très satisfait de votre contribution par l'intermédiaire du QR code que vous avez sur vos chaises. Vous avez, je le répète encore, la possibilité de poser vos questions à la fin de chaque session. Et pour l'instant, on doit dire que ouais, on a eu beaucoup de questions, donc on est ravis de votre contribution. Et c'est justement une question bien épineuse qui va agiter le cortex de nos invités. En toute simplicité, comme j'ai dit tout à l'heure, comment sauver la planète? C'est la question du siècle, du millénaire même. Est-il possible de ne pas sacrifier une partie de notre confort afin de sauver notre habitat, de plus en plus menacé? La parole est aux politiques, aux industriels, aux scientifiques, qu'ils soient climatologues, spécialistes des incitations à modifier les comportements de la population, car derrière les incantations et les autres esclandres politiciennes se dissimule une forêt désormais bien visible, une planète devenue difficilement vivable. Avec nous aujourd'hui, Ingela Alger, qui est directrice de recherche au CNRS à la Toulouse School of Economics et depuis septembre 2021 directrice de l'Institute for Advanced Study in Toulouse. Laurent Terré, qui est chercheur senior au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, qui est basé à Toulouse, l'un des auteurs principaux du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Guillaume Martineau, qui est le président d'Orpi, réseau immobilier coopératif français. Et Nicolas Misiac, conseiller municipal et conseiller métropolitain chargé de l'écologie en ville, la modernisation de la collectivité et l'évaluation des politiques publiques. C'est notre modératrice, sera Mathilde Gardin, rédactrice en chef numérique au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Alors, on ne répondra probablement pas à la question ce soir, d'autant que la planète nous survivra, mais l'Homo sapiens survivra-t-il? Voilà, on va discuter de tout ça. Je vais commencer. On vient de la COP 27 vient de se terminer à Sharm el-Sheikh en Égypte, sur un bilan assez contrasté. Donc, il y a eu un accord important sur la question des pertes et dommages pour les pays pauvres et plus affectés par le réchauffement climatique. Dans le même temps, il n'y a pas eu d'accord pour relever les ambitions sur les ambitions d'objectifs de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Et ces émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi importantes. Donc, je vais m'adresser tout d'abord à Laurent Terré. Quel bilan vous tirez-vous, climatologue, de cette COP ? Mi-figue, mi-raisin ou mixed bag, comme on dirait en anglais. Il faut d'abord savoir que ce fonds pour pertes et dommages, en fait, l'idée n'est pas nouvelle, hein, elle traîne depuis plus de 20 ans maintenant. Il faut savoir aussi qu'à Glasgow, l'an dernier, à la fois l'Union européenne et les États-Unis s'étaient fermement opposés à la mise en place de ce fonds. Je pense que c'est une victoire des pays du Sud, des petites îles cette année. Maintenant, bien sûr, le diable va être dans les détails. On sait que pour l'instant, les pays riches n'ont pas réussi à abonder le fonds de 100 milliards qui avait été prévu il y a quelques années. Donc la question est de savoir dans quelle mesure ce qui a été décidé à Sharm el-Sheikh va pouvoir se mettre en musique. Évidemment, ça pose la question des responsabilités différenciées sur le réchauffement climatique. On sait que le réchauffement global qui sera atteint au XXIe siècle, il dépend de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis l'ère pré-industrielle. Et on sait aussi que la moitié de ces émissions vient de l'Amérique du Nord, de l'Europe et maintenant de la Chine. 40% pour Europe et Amérique du Nord, 10% de la Chine. Donc nous représentons, nous, le monde occidental au sens large du terme, 50% des émissions, donc il est bien évident que
la création de ce fonds et le fait qu'il fonctionne dans l'avenir est absolument essentiel pour point de vue de la justice climatique. Merci beaucoup. Par ailleurs, cet été, donc on l'a tous constaté, on a vécu un été en enfer. On a la prise de conscience du réchauffement climatique et de ses conséquences a augmenté en France. Et les récentes études, notamment des études que vous avez menées, révisent à la hausse ce réchauffement climatique pour la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, donc c'est une étude qui a été menée par des chercheurs de Météo France et des chercheurs de mon laboratoire. Donc l'auteur principal de l'étude est Aurélien Ribes, qui est un chercheur de Météo France. Et ce que nous avons fait, nous avons utilisé une méthode qui a été utilisée et qui est présentée dans le rapport du GIEC récent au niveau global. Nous l'avons appliquée à l'échelle régionale, à l'échelle de la France. Nous avons profité du fait que, grâce au réseau d'observation de Météo France, on dispose de très bonnes observations de la température en France depuis plus d'une centaine d'années. Et donc l'idée, c'était simplement de contraindre les projections futures à partir de modélisation avec ces observations. C'est-à-dire on essaye de vérifier qu'on ne considère que les modèles qui sont en accord avec les observations sur la période historique. Donc c'est ce que nous avons fait. Et là, en fait, c'était du coup une mauvaise nouvelle parce que nous avons remonté la borne inférieure et nous avons augmenté également la médiane du réchauffement et sur la borne supérieure, nous avons légèrement baissé. Mais ce que nous disons, c'est que si on continue sur le scénario tendanciel, c'est-à-dire avec ce que font les États en termes de politique climatique sur la trajectoire actuelle, donc on va au niveau du monde à une augmentation de température par rapport à l'ère industrielle de 2,7 degrés et de 3,8 degrés en France. Et vous avez été surpris vous-même de vos résultats ? Oui, surpris, d'autant plus que nous avons peut-être même l'intuition que nous avons été conservatifs, comme on dit, dans notre estimation. Alors 3,8 degrés à l'horizon 2100, c'est 5 degrés en été, 3 degrés en hiver. L'été 2022, c'est 4 degrés de plus que pour la période pré-industrielle. Donc on voit qu'un été normal dans la deuxième partie du siècle, c'est un été plus chaud que 2022 et un été extrême, c'est un été qu'on n'a jamais connu. Donc voilà, oui, c'est un peu inquiétant. Et Santé publique France a rendu public ces chiffres il y a peu de jours. On a connu une surmortalité liée au réchauffement climatique et au Covid cet été de 13 000 morts. Alors, peut-être que là, je vais m'adresser à vous, Ingela. Donc, cette prise de conscience, on peut dire on voit qu'elle augmente. Il y a une prise de conscience. Il y a la parole scientifique qu'on entend davantage, enfin, qu'on écoute davantage, peut-être. Et vous parlez d'homo moralis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et comment il peut s'appliquer au réchauffement climatique ? Oui, bien sûr. Alors, Homo moralis est un individu qui on peut caractériser comme étant un matérialiste moral. C'est-à-dire que c'est une personne qui quand il prend une décision, va considérer d'une part quels sont les effets sur son propre bien-être matériel. Donc, c'est une personne qui est en partie matérialiste, mais qui aussi va prendre en compte quel serait son bien-être matériel si tout le monde faisait comme lui. Donc, pour ce qui est du réchauffement climatique, si on pense maintenant l'hiver arrive, à quelle température est-ce que je vais régler mon chauffage ? Peut-être que si je pensais uniquement à mon bien-être matériel, peut-être que je le réglerais à 22 degrés. Mais je pense aussi à ce qui se passerait si tout le monde faisait comme moi. Et je retire une satisfaction de savoir que si je règle plutôt mon chauffage à 19 degrés, mais en fait, si tout le monde faisait comme moi, ça aurait un effet bénéfique sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le homo moralis qui sous-pèse ces deux objectifs. Et comment ça s'opère alors au niveau... comment on opère ces choix alors concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est... quand vous faites face à une décision, quelle qu'elle soit, vous pouvez vous poser la question.
Vous pouvez vous demander, bon, d'accord, est-ce que par exemple le matin, est-ce que je prends le vélo ou la voiture pour me rendre au travail ? Le confort est tel que peut-être je préfère la voiture, mais je peux aussi me poser la question, que se passerait-il si tout le monde à la place prenait le vélo ? Et alors, même si je sais pertinemment que ma petite décision n'a pas vraiment de gros impact, ou en fait un impact minime, ouais, on sait que les petits gestes... Ce raisonnement me permet d'envisager ce qui se passerait si je devenais leader quelque part et si d'autres personnes faisaient comme moi. Et donc, mon choix de prendre le vélo à la place de la voiture prend alors un sens collectif, en fait. D'accord. Donc, je peux, pour n'importe quelle décision, me poser cette question. Donc, est-ce que ça nous permet d'être un petit peu optimiste, justement ? Je suis optimiste parce que, alors, en économie, donc, bien sûr, pour toute décision, nous avons tous des motivations complexes. Il peut s'agir, bien sûr, de vouloir augmenter son bien-être matériel, mais ça peut aussi, on peut aussi se préoccuper pour son image. Si la norme sociale veut qu'on adopte un comportement vert, je peux me préoccuper pour de projeter une image verte parmi mes collègues ou mes amis. Le raisonnement kantien ou partiellement kantien est en fait une motivation qui est plus profonde. Et en fait, en économie, donc je suis économiste, et en économie, on a des outils, des méthodes pour distinguer ces motivations. Et les études qui ont tenté de distinguer ces motivations me rendent optimiste parce que ces études montrent que ces motivations kantiennes sont très répandues. Donc je suis optimiste, je pense qu'il ne faut surtout pas être pessimiste et baisser les bras, et il faut, je pense, éveiller ce homo moralis qui sommeille en nous peut-être. D'autant pas que, par exemple, le choix de prendre le vélo plutôt que la voiture, ça a aussi un bénéfice pour la santé qui est très important. Donc, il ne s'agit pas... c'est une chose en plus. Vous, Laurent Terray, qu'est-ce que vous en pensez de l'importance de ces gestes individuels ? Ils sont importants, mais bien sûr, ils doivent s'accompagner de changements au niveau collectif dans toutes les sphères de la société. On entend souvent opposer ces deux formes d'action. Je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'elles doivent aller de pair. Alors après, on peut se demander si l'une doit entraîner l'autre, et je pense que ça va dépendre. Il y a des temporalités différentes. Mais je rejoins Ingela sur l'importance de ce que j'appellerais peut-être l'éthique de la perception, comme dirait Bruno Latour, d'où l'on vient et dont on dépend, et donc la vision qu'on a de toutes les interrelations qui nous lient aux autres parties du monde et à tous les êtres vivants et non vivants. Donc voilà, donc les gestes individuels sont indispensables, mais l'individu parfait ne réglerait que 15 à 30% du problème. Enfin bon, ça c'est des chiffres qu'on entend. Je suis convaincu qu'ils doivent être là, ils doivent être présents. Et effectivement, c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, la connaissance maintenant existe sur le changement climatique. On n'est plus, il y a 10 ou 15 ans, où il pouvait y avoir encore des personnes qui s'opposaient à la science et à la dynamique scientifique. En revanche, voilà, il faut qu'on réalise ce que l'on sait, il faut croire à ce que l'on sait. Et c'est ça qui va entraîner une prise de responsabilité qui est un peu reliée à ce dont vous venez de parler, je pense, c'est-à-dire une responsabilité élargie par rapport à nos actes du quotidien, que l'on soit responsable, décideur, simple citoyen. Tout à fait. Vous, Nicolas Missiac, vous êtes conseiller municipal et conseiller métropolitain chargé de l'écologie en ville, justement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Laurent Terray sur... Donc, il y a eu cette prise de conscience, donc l'importance des petits gestes, on en a parlé, et de la réponse politique, enfin de l'action plus globale. Moi, je partage. Je pense qu'il ne faut pas opposer les gestes personnels et politiques. Et souvent, j'ai cette impression, ça fait pas très longtemps que je suis élu, ça fait 2 ans, mais j'ai l'impression que les projecteurs sont très souvent sur nous.
On n'est pas la seule réponse, on a une partie de la réponse, mais de la même manière, je pense que si c'était que sur nous, on n'y arriverait pas. Je crois que on doit prendre en compte et on doit mieux communiquer sur le sujet parce que notre travail, il est lié à des éléments contextuels aussi. Je vais en prendre deux, un hier et un demain. Hier, on avait des militants dans Toulouse qui se sont accrochés au sol pour bloquer la circulation qui a dû être délogée avec des tronçonneuses par la police. Demain, nous aurons les motards qui vont manifester contre la zone à faible émission. On doit gérer ça, on doit gérer les sujets de santé, les sujets de sécurité, en même temps, les sujets sociaux, ça a un coût, la transition énergétique. Donc je crois qu'on le fera que collectivement, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'un des gros sujets, c'est la pédagogie encore, on n'y est pas. Merci. Mais tout à fait. Ce que je pense aussi, malheureusement, plus on attend pour agir, plus les mesures à prendre seront importantes et coercitives. Et qu'est-ce qui ferait, aujourd'hui je m'adresse à vous quatre, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait accélérer l'action ? Comment faire ? J'avais le micro, je veux bien continuer. Moi, j'ai vraiment un sujet sur la pédagogie. Je me rends compte que c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si on a des chiffres sur les pourcentages, mais je le déclinerai en plusieurs points. Il y a des gens qui n'ont pas conscience encore de l'urgence climatique. Ils sont très nombreux. C'est la base. Il faut reprendre ce sujet-là. Ensuite, il faut faire la pédagogie sur, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les actions possibles à faire. Et là, il y a des sujets quand même un peu scientifiques. Et on dit beaucoup de bêtises au quotidien. J'entends sans arrêt des bêtises. On parlait de petits gestes. Enfin, il y a d'autres élus ou d'autres scientifiques qui ont dit que les petits gestes, ça allait quand même pas très loin. Aujourd'hui, typiquement, les gens ne savent pas faire la différence entre des kilowattheures, des tonnes de CO2. Pour eux, tout ça, c'est la même chose. Et éviter 5 km en voiture en prenant son vélo versus éteindre sa lumière en sortant de la pièce, est-ce que quelqu'un sait dire ce qu'il faut mieux faire ? Oui, moi, je sais vous le dire. Les ordres de grandeur, je sais vous le dire, reste... c'est des milliers de fois plus important de prendre son vélo, d'éviter la voiture, que d'éteindre sa lumière et d'économiser 30 minutes de LED avec derrière des centrales nucléaires. Je vous vois. Oui, Guillaume Martineau, vous avez envie de réagir. Je réagis parce qu'effectivement, ça part d'un bon sentiment. Il faut encore pouvoir le faire parce que lorsqu'on habite en ville, on peut se déplacer en transport en commun, on peut prendre des mobilités douces. Mais lorsque vous habitez en rural et tous nos concitoyens qui doivent se déplacer n'ont pas ce choix. Écologiquement, politiquement, ils voudraient faire un geste, mais ils sont tenus d'utiliser leur voiture, de rouler avec du diesel et autres. Donc, il y a ces gestes du quotidien, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Alors, il y a aussi de la pédagogie. Nous, dans le secteur du bâtiment, enfin de l'immobilier, on doit éduquer les gens à avoir des bâtiments mieux construits, moins énergivores. Mais ces déplacements, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Vous voulez réagir, Laurent Terray ? Oui, je vais rappeler quelques chiffres. Donc, les transports, c'est 30%, en France, c'est 30% des émissions. Le bâtiment 20, l'agriculture 20, la production d'énergie 10, les déchets quelques. Mais les transports, c'est 30% et c'est le seul secteur qui est en augmentation depuis 1990 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il me semble que s'il y a une priorité, en France en tout cas, c'est de travailler sur l'aspect transport. Et dans ce cadre-là, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas ramené la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Nous avions fait, il y a une vingtaine d'années, avec un collègue anglais, un petit calcul. Et nous avions calculé que si l'Europe imposait la limite à 110 km/h sur les autoroutes européennes, c'était suffisant pour satisfaire l'accord de Kyoto. On parle de temps déjà presque anciens. C'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a été retoquée. Très sincèrement, je suis ébahi. Enfin, je suis totalement anéanti par cela. Donc, c'est bien sûr... Quand on a interdit le tabac dans les bars et dans les restaurants, au début, les gens n'étaient pas contents. Et puis après, les gens ont été convaincus qu'en termes de santé publique, ça a quand même nettement amélioré les choses. Alors là, c'est la santé de nous tous, enfin des choses qui nous entourent, des vivants, non-vivants. Donc il me semble que cette mesure relativement simple devrait être
appliquée. Une mesure relativement simple, mais c'est très intéressant, le cas des 110 km/h, parce qu'elle est vécue par beaucoup comme liberticide. Les sujets liés à l'automobile on suscite souvent, enfin comme à l'aviation, un autre mode de transport très polluant, suscite des réactions épidermiques. Alors peut-être que Ingela, vous pouvez nous en parler. Oui, j'avais envie de dire que je pense que ce serait bien que les gens aient envie en fait d'adopter les petits gestes et aussi d'aller faire des choix politiques qui vont dans le sens de décisions collectives un peu plus coercitives peut-être, qu'on se rend compte qu'effectivement c'est ça qu'il nous faut et qu'on a envie de le faire. Et donc l'information, je pense que c'est une chose. Et un autre sujet de réflexion pourrait être le mode de fonctionnement de notre société qui est beaucoup basé sur, on va dire, la publicité. Donc il y a homo moralis, mais il y a aussi homo statut social. C'est-à-dire que si je vois des personnes parfaites avec des modes de vie extravagants à la télé à longueur de journée, je vais peut-être vouloir m'orienter vers ces choix de consommation. Personne ne fait la pub pour Homo moralis ou pour les espèces qui maintenant souffrent énormément de réchauffement climatique. Ces espèces n'ont pas de voix parmi les spots publicitaires qu'on voit à longueur de journée. Et peut-être que donc là, ce système, en fait, réveille beaucoup notre homo statut social, mais ne réveille pas beaucoup l'homo moralis, mais qui, je pense, est là. Et c'est ce que montrent les études de comportement, que cet homo moralis est bien là, quelque part en nous. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il faut rendre désirable cette sobriété, parce qu'aujourd'hui, les modèles les plus partagés sont encore des modèles de consommation. Peut-être aussi, je repense à la mesure des 110 km/h. Peut-être le problème, c'est que dans les discussions, c'est souvent très culpabilisant, le discours qu'on a en face pour la personne qui refuse, qui a un frein pour ce petit geste. Est-ce que le discours culpabilisant fonctionne, ou est-ce que c'est pas justement un frein ? Je ne suis pas au courant de recherche là-dessus, donc je ne pourrais pas vous dire ce que disent les recherches. Mais effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait faire des études là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une hétérogénéité quand même de motivation et je pense qu'il y aura des leaders. Et ensuite, les normes sociales, petit à petit, on ose espérer, vont changer dans le sens où ça deviendra plus socialement acceptable de choisir une petite voiture plutôt que d'une grosse voiture. Donc on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on va admirer les personnes qui vont faire des choix de consommation avec les plus grosses voitures. Bon, qu'est-ce qui en nous fait qu'on va avoir tendance à peut-être admirer ces gens. Et donc on peut aussi penser que il y aura des leaders qui iront vers d'autres normes sociales et ce sera une envie plutôt que d'un sentiment de culpabilité. Plutôt que quelque chose de subi. Vraiment, ce sera quelque chose de positif, d'aller vers des modèles sociaux autres, je pense. Et alors, Monsieur Martineau, donc du coup, est-ce que l'avenir est aux tiny house, aux toutes petites maisons ? C'est une réponse, mais pour terminer sur ce que vous disiez, je pense qu'il y a nos jeunes générations, les enfants ont dit toujours que c'est l'avenir, mais effectivement ont une conscience beaucoup plus ouverte sur nos modes de consommation. Donc il faut garder un vent d'optimisme quand même, parce qu'ils ne consommeront pas de la même façon. En période de Noël, vous avez des enfants qui vont vous dire éclairons moins pour économiser aussi. Donc ils ont cette prise de conscience. Et sur les maisons, l'avenir, c'est surtout de prendre conscience que le logement en France, sur la planète, consomme beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Donc on doit travailler. Ça représente à peu près 44% de notre énergie consommée. On a 25% de nos logements qui sont des passoires thermiques. Alors il y a des chiffres, on ne va pas faire des querelles de chiffres, mais le gouvernement nous dit 5 millions. Les réseaux ou les syndicats immobiliers disent 7-8 millions. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie. Il y a une prise de conscience, on en parlait avant de commencer ce rendez-vous,
En début d'année, les gens n'avaient pas bien conscience des DPE, de l'importance des DPE dans le logement. Maintenant, on sait que les mises en vente vont être régulées par ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une valeur, donc on va inciter les gens. Donc ces petites maisons, ces grandes maisons, quels que soient nos logements, on n'habitera plus de la même façon. En tout cas, on va avoir un autre regard sur le mode de consommation. Mais la rénovation énergétique des bâtiments, on en parle depuis de nombreuses années. C'est un peu un serpent de mer quand même dans le débat public. Donc là, on a vu récemment des mouvements de militants comme Dernière Rénovation qui font des actions coup de poing, vous en parliez tout à l'heure, qui réclament un plan très ambitieux de rénovation énergétique. Donc le gouvernement, il y a un vaste plan avec MaPrimeRénov'. Pourquoi c'est difficile d'accélérer? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le déploiement vraiment de ce plan? Déjà, MaPrimeRénov', je crois qu'il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre. Si vous me demandez de vous expliquer MaPrimeRénov', j'en suis bien incapable. Donc c'est très technique. Ça représente, c'est une bonne idée, ça donne un coup d'envoi en disant voilà, il faut faire attention à ça, mais personne ne comprend. On peut peut-être expliquer quand même ce que c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', en fait, le gouvernement vous aide, vous rénovez une chaudière, il y en a pour 12 000 euros, l'État va abonder à hauteur de 5 000 euros. Enfin, il reste quand même encore 6 ou 7 000 euros à payer. Donc MaPrimeRénov', c'est aider les gens à faire des travaux. La difficulté, c'est qu'il faut rentrer dans les bonnes cases. Si vous êtes, sans faire d'humour, parce que c'est pas le lieu, mais enfin, il y a vraiment beaucoup d'exigences pour pouvoir y arriver. Et puis surtout de la pédagogie pour que ça soit simple. Et puis il y a aussi un problème budgétaire, c'est-à-dire que l'État n'a pas forcément les moyens ou ne consacre pas. Et vous demandiez pourquoi depuis des années ça patine, parce que je pense que le logement, tous les hommes politiques en parlent, ou les femmes politiques, quelles que soient les considérations, mais il n'y a pas de réelle volonté d'accompagner le logement. C'est-à-dire que chaque gouvernement a un ministre du logement, enfin quand il y en a un, parce qu'on n'en avait pas jusqu'à peu, et puis essaye de faire une loi pour marquer son empreinte sur de la fiscalité, mais il n'y a pas de continuité sur la durée. Donc les gens, les investisseurs se projettent, mais ça change tous les 3 ans, tous les 3-4 ans. Donc la difficulté de ces plans qui ne marchent pas, c'est qu'on n'a pas un regard à long terme, comme pour le climat, où on se dit à tel horizon doit être à tant de degrés. Eh bien là, on devrait pouvoir, à tel horizon, avoir tant de logements, aider les gens sur la durée. Donc je pense que c'est un problème politique, là. Donc je vais m'adresser à vous, Nicolas Missiac, justement sur ce problème politique qui est très prégnant dans les villes. On connaît tous, on connaît l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc la chaleur qui est plus intense dans les villes à cause de l'artificialisation des sols, de la bétonisation. Comment vous expliquez donc que la rénovation thermique des bâtiments ce soit si lent à mettre en place? Je crois que la réponse vient d'être donnée. Il y a plusieurs sujets, hein. Il y a le sujet budgétaire, hein. Si on fait la rénovation complète, il y en a pour des milliards et des milliards. Il y a un sujet de priorisation aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit aussi construire encore des nouveaux bâtiments et il faut qu'eux soient vertueux et ils coûtent plus cher que la manière dont on les construisait quand même il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc on a ce sujet-là aussi. Donc nous, par exemple, à Toulouse, on a mis en place une maison de l'énergie pour accompagner les citoyens qui cartonnent. On a eu plus de 3500 dossiers en quelques semaines. Mais pour faire quoi? Pour notamment expliquer la mécanique de MaPrimeRénov', plus l'aide de la région, plus l'aide de la métropole, etc., qui est extrêmement compliqué. Vous avez 60 ans, mais même sans avoir 60 ans ou 65 ans, etc., vous voulez rénover, c'est très très compliqué. Puis je vais même aller plus loin que ça. Aujourd'hui, vous changez, la chaudière a un impact direct, mais vous voulez changer vos huisseries. Depuis peu d'années, il y a maintenant l'ADEME qui dit il faut faire une rénovation totale, parce qu'une rénovation partielle a peu d'effet. Et une rénovation totale il y en a très peu très cher. Des rénovations globales. Donc là, ils ont modifié sur MaPrimeRénov' ça aussi, justement, parce qu'ils prennent ça en compte. Mais moi, je suis impressionné quand même sur le plan scientifique. Je trouve que je suis scientifique à la base. Je suis surpris qu'on découvre encore ce genre de choses aujourd'hui. Moi, j'ai fait une rénovation totale de ma maison il y a 5 ans. L'ADEME préconisait la chaudière gaz.
Depuis 3 ans, plus du tout. Ben, j'ai une chaudière à gaz. Et effectivement, c'est une évidence quand on voit les émissions de gaz à effet de serre d'une chaudière à gaz versus du chauffage électrique. Comment c'est possible? J'ai du mal, moi, à le comprendre. Il n'y a pas de vision, je suis d'accord. C'est difficile. Donc nous, on le fait au niveau local, on essaie de compenser, et on ne va pas jeter la pierre qu'au niveau national, parce que les gaz à effet de serre, ils ne s'arrêtent pas aux frontières non plus. Laurent Terret, est-ce que vous avez envie de réagir, vous, en tant que scientifique, auteur du GIEC? Bon, j'ai envie un peu de revenir sur le 110 km/h et l'imaginaire qu'on peut associer à ça. Et j'ai envie de raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, j'habitais dans la région parisienne et pour les vacances d'été, nous allions en Bretagne avec mes parents et nous prenions notre petite 4L, mettions les bagages, les vélos et on savait qu'on allait passer la journée sur la route, mais chaque fois, mon père décidait pour chaque voyage d'un endroit où nous allions nous arrêter pour visiter quelque chose. Donc au lieu d'essayer de rallier le point A au point B le plus vite possible, nous prenions le temps d'explorer notre beau pays et la Normandie en particulier. Donc pour revenir, c'est un nouvel imaginaire dont nous avons besoin. C'est plus l'imaginaire de la vitesse, de l'action à tout prix, c'est un imaginaire de tempérance et donc de ralentissement quelque part. De ralentissement, mais de découverte associée à une découverte du monde donc, et de notre pays en l'occurrence. Voilà, j'avais juste envie de raconter cette anecdote. Après, oui, c'est difficile, la rénovation des bâtiments. Oui, c'est compliqué, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc je pense qu'il faut... De toute façon, les objectifs de la France en termes de la stratégie nationale bas carbone de la France va s'accentuer dans les 5 années qui suivent, puisqu'on doit augmenter la vitesse de réduction des émissions en France de manière très, très significative. Grâce au Covid, et ça a été mentionné par le Haut Conseil pour le climat, la France a satisfait à ses obligations sur la période actuelle, qui avait été réaugmentée parce qu'elle avait malheureusement échoué dans les premières années. Mais là, la réduction qui est imposée sur les 5 prochaines années est beaucoup plus forte. Et donc, on peine toujours à voir... disons, les mécanismes par lesquels cette réduction va être mise en œuvre. Donc là, il y a un vrai sujet et une vigilance à observer. Mais il y a quand même un vent d'optimisme à apporter parce que nous, on constate chez Orpil, parmi nos clients, la volonté de faire attention, c'est-à-dire de ne plus consommer pareil, de baisser le chauffage. C'est-à-dire qu'actuellement, et on le voit nous-mêmes dans notre siège parisien, ben voilà, on est passé à 19. Alors tout le monde a plus froid qu'avant, il faut mettre des pulls, mais c'est quand même plutôt bien compris. C'est-à-dire que c'est pas vécu comme puisque c'est collectif, ça touche tout le monde, hein, que vous soyez, quel que soit votre poste, tout le monde est à la même température. Et il n'y a pas de contestation, c'est-à-dire que tout le monde a compris qu'il fallait faire un geste. Et dans les maisons, quand on va faire nos estimations de maison, nos clients, quand on les alerte là-dessus, avant ils n'entendaient pas, ils ne voulaient pas entendre ça. Et maintenant, on arrive à faire un peu de pédagogie quand même. Donc, on est au début. Il y a 5 ans, on avait signé un plan du bâtiment durable. Et à l'époque, on avait signé ça en pensant que c'était un gadget ou en se disant ça paraissait lointain. Il n'y a que 5 ans. Et en fait, c'était Philippe Pelletier, l'avocat qui avait été à l'origine du plan du bâtiment durable, était précurseur parce que maintenant, chaque copropriété, chaque conseil syndical réfléchit à la façon d'isoler ces bâtiments. Donc, nous, là, autour de la table, évidemment, on n'est pas à l'école primaire ou maternelle, mais encore une fois, tous ces jeunes qui sont derrière, si on fait l'effort de leur expliquer, et je vois vos images qui défilent depuis tout à l'heure, il y a un imaginaire qui est plutôt à la fois parfois positif ou parfois à une intelligence artificielle qui est parfois très inquiétant. Je vois depuis tout à l'heure, on a envie plutôt de tourner la tête, là par exemple, plutôt envie de regarder par là. Mais si on arrive à faire comprendre nous-mêmes en montrant l'exemple et puis aux jeunes qui ont déjà un peu compris qu'il y avait quelque chose à faire, alors je pense que c'est pas foutu. D'accord. Donc on peut voilà, c'est un peu une question. Et quelles sont on peut terminer par ça. Quelles sont les raisons d'être optimiste aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Allez, je vais rester sur l'anecdote du 110 km/h. Je me suis engagé en politique parce que j'ai réussi avec ma famille à diviser par 2 notre empreinte carbone en 3 ans. Et on n'a pas changé, on n'a pas fait d'efforts plus que ça sur notre qualité de vie. On avait 2 voitures thermiques, par exemple, ça avait un fort impact. On est passé à une seule voiture, elle est électrique. Alors on met un petit peu plus de temps pour monter à Paris parce qu'il faut faire 2 ou 3 recharges, mais on est passé de 6h30 à 7h30.
Et en plus, quand on s'arrête, les enfants, ils jouent au foot et ils sont contents. Ça leur fait du bien et on ne pouvait pas le faire sur la station d'autoroute. Et on l'a fait sur plein de sujets. Donc moi, je crois que les sujets, on les a. Je pense qu'il y a des nouvelles méthodes et des nouvelles pédagogies à avoir. Vous avez donné un certain nombre de chiffres. Il faut rappeler sur quoi on fait les émissions d'empreinte carbone. D'abord le transport, ensuite c'est logements, ensuite c'est l'alimentation, etc. Il faut arrêter de nous seriner avec des sujets qui sont faux. Et c'est aux citoyens de faire un peu comme nous, on a les politiques. Nous, par exemple, on a le plan climat et énergie territoriale. On doit baisser de 40% nos gaz à effet de serre. C'est à nous de nous débrouiller pour atteindre cet objectif. On va choisir nos priorités. Les citoyens, si on leur dit ça, plutôt que d'opposer un coup, il faut arrêter de bouffer de la viande, un coup, il faut arrêter de rouler en ECV, un coup, il faut réduire la vitesse, etc., c'est à lui de faire ses propres choix. S'il arrive à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre, garder son SUV, mais il arrête de partir à Paris en avion, c'est suffisant. Mais je crois qu'il faut arrêter de dire l'avion c'est pourri, la bouffe c'est pourri, les voitures c'est pourri. Non, on a tous besoin d'un peu de tout. Et à chacun, son envie d'arbitrer, de ne plus prendre l'avion mais continuer à manger du bœuf, d'arrêter de manger du bœuf et de manger du poulet. On peut tous le faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je pense que c'est pas si compliqué que ça. Quand on n'oppose pas les gens et que chacun a le choix, peut-être avec la responsabilité, le moralise, de choisir où est-ce qu'il veut agir, c'est pas si compliqué. Et je l'ai pratiqué. D'accord, donc pour vous, ça passe par des arbitrages individuels surtout. Non, pareil pour le politique. Les politiques sont responsables, on l'a déjà. Nous, le plan climat et énergie territoriale, on doit baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. On a fait des choix politiques très forts. La majorité de notre budget, il passe sur le transport, et notamment à Toulouse. C'est la 3e ligne de métro, c'est ce qui aura le plus d'impact possible. Ensuite, c'est les vélos, et c'est pas un petit geste. J'ai entendu plusieurs fois dire le vélo, c'est un petit geste. C'est le geste principal aujourd'hui, c'est 200 fois moins d'émissions au kilomètre que la voiture. Le bus, c'est à peu près les mêmes émissions qu'une voiture en kilomètres par passager parcouru. Il faut c'est scientifique tout ça, il faut qu'on sorte les vrais chiffres pour aider les citoyens à choisir. Alors, je pense, on me fait signe qu'il y a des questions, mais peut-être Ingela ou Laurent, vous vouliez... Oui, je pense qu'ils auront le loisir de répondre. Il y a beaucoup de questions. Alors vous allez on voir. y va. Pas mal qui sont poil à gratter d'ailleurs, un peu plus même. Compte tenu de l'inaction des gouvernements, alors que la situation climatique est désastreuse, l'écoterrorisme sans victime humaine, précise-t-on, est-elle la seule option qui reste aux citoyens? Qui a envie de s'en emparer là? Monsieur Terré. D'abord, je conteste le mot d'écoterrorisme pour les actions dont on a entendu parler dans la presse récemment. Enfin, les mots ont un sens. Donc, terrorisme, c'est le Bataclan. Donc, jeter de la soupe sur une vitre, ça n'a évidemment rien de comparable. Non, je pense que c'est des actions de militants qui ont tout à fait leur place dans une démocratie. De tout temps, les gens ont protesté contre des choses qui leur semblaient injustes et contre l'inaction de tel ou tel groupe sociétal. Donc, je pense qu'au contraire, c'est une stimulation de la vigilance, une incantation à aller plus vite, et on sait que c'est nécessaire. Un exemple, donc la France vient de se faire condamner par l'Union européenne parce qu'elle n'a pas tenu ses engagements en termes d'augmentation d'énergie renouvelable. Elle s'était engagée à faire 23%, elle fait 19%, ça va lui coûter 500 millions. Donc voilà, bien sûr, il y a des raisons pour ça, on peut l'expliquer. Donc les efforts à faire à tous les niveaux sont extrêmement importants, nécessaires. Mais voilà, donc que des militants s'expriment, ça me paraît une chose en démocratie qui me paraît tout à fait normale. Alors justement, une question qui est un petit peu corrélée. Le niveau de connaissance augmente, mais l'action politique est parfois ou souvent perçue comme trop faible. Une situation révoltante pour la jeunesse. Est-ce que l'enjeu justifie la radicalité? Monsieur Misiack. Si je reste juste sur la fin, est-ce que l'enjeu justifie la radicalité? Ma réponse, elle est non. C'est la deuxième raison pour laquelle je me suis mis en politique. C'était pour lutter contre les extrémistes qu'on voit monter de toutes parts. Donc moi, je pense que non. Il faut, sur un sujet de société aussi important que celui-ci, et peut-être même de civilisation, on revient à l'homo moralis, il faut qu'on soit vraiment unis sur le sujet. Et donc, pour moi... non, ça ne justifie pas la radicalité, et j'invite tout le monde à venir travailler avec nous sur la pédagogie et convertir les uns et les autres à faire sa propre transition.
quel type de logement collectif, individuel, en ville ou à la campagne, a fait la démonstration pour passer le vrai test qui arrive, 10 milliards d'habitants? Monsieur Martineau. Simple, très simple. Oui, c'est bien ça comme question. Je vais la relire quand même. J'ai l'impression de repasser l'oral du bac. Là. Quel type de logement collectif individuel en ville ou à la campagne a fait la mention pour passer qui arrive 10 milliards d'habitants? Enfin, je ne sais pas si je comprends bien, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut construire. On a un problème d'offre de logement. Et la question, c'est est-ce qu'on construit plus et comment on construit? Est-ce qu'on fait de la verticalité? Est-ce qu'on construit des tours? Et on voit bien que quand on construit, quand les gens voient les tours comme un problème, parfois, on a eu des tours triangles à Paris qui peuvent poser problème. Si on construit en horizontal, on fait des lotissements, on voit bien que y a une artificialisation des sols, on abîme, on s'éloigne du centre. Donc la difficulté, c'est de trouver le juste milieu. Ce qui est sûr, c'est que si on ne construit pas, alors on aura toujours les mêmes problématiques de gens qui sont malheureux. Le logement, c'est un droit, en fait. C'est quel qu'on soit dans cette salle, ce soir, on doit se loger quelque part, quel que soit notre niveau d'études financier, on doit pouvoir se loger. Et s'il n'y a pas assez d'offres, on a le droit au bonheur, finalement, parce que se loger, c'est aussi un droit au bonheur. Donc, pour arriver si un jour on arrive à 10 milliards d'habitants, je crois qu'on est à 8 milliards actuellement. Et si je dis pas, on vient de passer les 8 milliards. Ça veut dire qu'on n'est pas il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, qui sont mal logés. Donc on doit réfléchir, on doit aussi, on le disait la semaine dernière à Nice, notre plus grand ennemi finalement c'est nous, parce qu'on ne veut pas de logement à côté de chez nous. On voudrait bien que nos enfants soient logés, que nos parents soient logés, mais si possible pas en face du jardin, pas dans notre ville, parce que ça nous arrangerait bien que ça soit construit un peu plus loin. Donc on est tous un petit peu responsables de ça. Mais des grandes tours, il faut un logement humain, un logement où les gens se sentent bien et co-responsables. Sortir des grands ensembles, parce qu'on voit bien que nos clients, quand ils viennent nous voir, généralement c'est parce qu'ils ont envie d'un peu d'espace. Le mythe d'avoir un bout de jardin, tourner autour de son bien, de sa maison, de son appartement, enfin d'avoir un peu d'espace. Donc nos architectes et nos hommes politiques doivent réfléchir à la façon de construire. Alors une question là aussi qui est un peu corrélée, enfin en tout cas qui va tomber sur vous, à l'instar de la foudre. À quand un diagnostic mobilité pour permettre aux acquéreurs de maisons de mesurer le coût environnemental et financier de se déplacer dans la proche métropole? Alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Non, mais ça peut être le politique aussi. Enfin, je veux dire au sens... Vous avez ça, c'est une proposition intéressante de se dire, voilà, on attache un diagnostic mobilité. Il y a plein de diagnostics en fait à mettre en place. Vous avez le diagnostic mobilité, le diagnostic performance numérique. Parce qu'aujourd'hui, on peut habiter loin. Parce que je vous entends parler de ville, et c'est normal, on est dans une ville. Mais moi, je pense toujours à nos ruraux. Donc cette mobilité, tout le monde ne peut pas forcément, n'a pas les moyens financiers d'habiter en ville. Donc... stigmatiser quelqu'un qui a une maison ou un bien qui est loin d'un centre et on va lui dire ton bien vaut moins cher parce que tu dois te déplacer pour aller travailler. Oui, mais lui, il n'y peut rien. Il n'a pas pu habiter forcément en centre-ville. Donc, je ne pense pas que ça soit En tout cas, ça ne me semble pas être tout de suite la réponse. Mais faire prendre conscience, je vous rejoins, on ne peut pas toujours taper sur tout le monde. On ne peut pas passer nos journées à se flageller, mais faire prendre conscience que nos déplacements ont un impact sur la planète, notre façon de consommer. Donc, le diagnostic de mobilité, moi, je voudrais des diagnostics sur les chaudières, par exemple. Comment je sais, moi, quand je vais estimer un bien, si la chaudière est en bon état? Ça a un coût, parce que c'est de la consommation, c'est des dépenses. Donc, alors, pour rester en dessous de 2 degrés, il faudra réduire nos émissions de 5% par an, qui est la chute qu'on a vécue pendant le Covid. Malgré l'urgence, la voix des scientifiques est-elle réellement écoutée? J'ai l'impression que c'est pour moi. C'est curieux, oui, elle est écoutée, mais pas assez. Et puis j'ai l'impression qu'avec juste l'aspect scientifique, on est un petit peu arrivé au bout, embuté. C'est-à-dire que maintenant, il faut, en fait, la connaissance est là, on sait, mais maintenant, il faut réaliser qu'on sait, il faut croire ce qu'on sait. Et là, on passe à un autre domaine. Et voilà, donc, et on passe aussi avec ce problème de responsabilité différenciée. Donc on parlait de maisons au Pakistan cet été, suite aux inondations, c'est 1 200 000 maisons qui ont été détruites. Voilà, on est dans des choses, des dommages qui sont d'une autre échelle, d'une toute autre échelle dans les pays, dans la bande tropicale en tout cas, avec des impacts dans le futur qui seront très importants. Donc voilà.
Vous indiquez que les transports sont une source majeure de CO2. Pour réduire de manière significative nos émissions, ne faudrait-il pas oui, impérativement sortir du modèle de ville centré sur l'automobile? Vous avez un peu répondu, M. Misiac. Mais... C'est une évidence, c'est la priorité absolue, en fait. 30%, 20% sur le transport individuel. Les transports, c'est 30%, le transport individuel, c'est 20%. Donc, c'est une source majeure. Il n'y a pas que l'individuel, d'ailleurs. On est en train de travailler. Et là aussi, on n'avait pas de chiffres. On a commencé à avoir des chiffres il y a peu de temps sur le dernier kilomètre, qui a aussi un impact hyper important sur la métropole de Toulouse. Et on fait malheureusement que démarrer de traiter ce sujet-là. Donc oui, le plus simple. 65% des trajets domicile-travail en voiture font moins de 5 km. Plus de 60% des trajets en ville à Toulouse font moins de 3 km en voiture. Voilà, je crois que... Et donc, on a, nous, du travail à faire. Aujourd'hui, par exemple, à Toulouse, 35% des gens peuvent aller de leur domicile au travail en transport en commun. Avec la 3e ligne de métro, ça va quasiment doubler. D'ici là, on a tous les gens qui peuvent prendre les transports en commun ou le vélo ne le font déjà pas, de très loin. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment tous ensemble. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et on a une marge de manœuvre déjà aujourd'hui avec les infrastructures que nous avons, qui est déjà énorme. Monsieur Martineau, une réaction? Moi, je pense que si on veut que les gens utilisent les transports en commun, il faut aussi offrir la sécurité dans les transports en commun. Il faut donner envie aux gens de les prendre. J'étais avec mon camarade Yannick Signès, que je vois devant moi, à Paris, dans la ligne 13. Quand on est à Paris, on se déplace en transport en commun, parce que moi, j'ai demandé au siège à avoir un pass Navigo pour prendre le métro, comme tout le monde. Mais quand vous prenez le métro à 5-6 heures du soir, vous êtes comprimé, vous ne pouvez pas prendre le premier métro, vous attendez un deuxième en espérant que ça soit mieux, et c'est pire. Il y a aussi une responsabilité de... Alors, je ne mets pas la faute sur le politique, c'est juste qu'on doit tous prendre conscience que si on veut utiliser cette mobilité-là, il faut nous pousser à avoir envie de le prendre. Moi, je veux bien prendre le vélo dans Paris, mais il faut que j'ai des voies de circulation qui me donnent envie de rouler sans me casser la figure et de jouer ma vie à chaque fois que il y a une éducation, pareil, des enfants dès le début. Donc, ça passe par une offre qui donne envie de l'utiliser. Et si vous avez des enfants et vous craignez le soir qu'ils rentrent et que vous ne soyez pas sécure, alors vous ne prendrez pas. Et ces 3 km que vous faites en voiture, tout seul en votre voiture, parce qu'il y a tout un vent d'individualisme, donc il faut aider les gens à utiliser ça et que ça soit confortable, agréable. Alors c'est utopique, mais c'est peut-être possible quand même. Dans certains pays, je l'ai vu. Monsieur Misiac, je vais répondre très rapidement. J'étais présent de Tisséo Voyageurs jusqu'à il y a encore 2 semaines et je connais très bien la ligne 13. Juste pour dire, il faut qu'on fasse de la pédagogie parce qu'a priori, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a plus de sécurité dans les transports en commun que sur la voie publique, de très loin. Donc on a même l'inverse. L'exemple à Toulouse, c'est les gens qui se sentent en sécurité dans la rue, vont dans les stations de métro, savent qu'il y a de la caméra, il y a des caméras, il y a des agents, etc. Donc il y a ce sujet-là. Après, les transformations, Paris, il y a un plan qui est monstrueux, qui est un des plus grands plans au niveau mondial sur le réseau de transport en commun avec le Grand Paris. Il n'y est pas là, ça va désengorger un petit peu la ligne 13 sur Toulouse. C'est pareil. Mais aujourd'hui, il y a déjà des marges de manœuvre. Il y a des gens qui prennent le métro pour faire 1 kilomètre. En dizaines de pourcentage de ceux qui utilisent les lignes de métro, ils peuvent peut-être le faire à pied. Et ceux qui auront besoin de faire 5 km, qu'ils faisaient en voiture à ce moment-là ou en bus, ils prendront. On doit tous faire le change. Voilà. Ceux qui font 1 kilomètre en voiture, et puis les autres en vélo, et puis etc. Et on va libérer du métro pour ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas d'autres solutions. Madame Alguer. Oui, juste pour personne n'a mentionné l'autopartage et les plateformes qui permettent quand même de remplir la voiture plutôt que de l'utiliser seule. Donc, je pense que c'est des outils formidables qu'on a maintenant et qui permettent d'avancer. J'habitais dans le centre de Toulouse pendant 10 ans. Je n'avais pas de voiture. Je roulais quand j'avais besoin d'une voiture en autopartage et c'est formidable. Je le conseille à tout le monde. Et j'espère que le réseau va s'étendre. Il s'étend de plus en plus en banlieue aussi. Et je pense que ça, c'est une très bonne solution. La lutte climatique pourra-t-elle se passer de projets d'urbanisme radicaux à l'échelle nationale, transformation des villes, déplacement des populations habitant dans des zones isolées? Je pense que ça va être pour vous, Laurent Terret. Tout ce qui est difficile, c'est pour Laurent. Oui, alors... Il faut regarder la formulation, parce qu'il y a de la complexité, là. Parce que c'est-à-dire, oui, déplacement des populations habitant dans des zones isolées.
C'est une question qui est complexe parce que si on regarde un peu ce qu'on appelle les zones isolées, c'est-à-dire les zones de montagne, c'est à la fois des zones qui vont subir certains aléas du changement climatique, mais qui vont aussi être des zones de fraîcheur. Donc, quand on est en été à 2000 mètres d'altitude ou à 1500 mètres, il fait moins chaud qu'au milieu des Alpes, enfin de la région méditerranéenne, par exemple. Donc, voilà, transformation des villes, oui, certainement. De toute façon, elles se sont déjà beaucoup transformées, elles vont continuer. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste des questions d'architecture, de mobilité, etc. Mais tous ces... ce qu'on sait, c'est que c'est les villes, enfin les grandes mégalopoles qui vont concentrer tous les problèmes dans le futur. Donc il y a un livre qui est sorti il y a pas mal d'années d'André Lebeau, qui a été le président du CNES et de Météo France et qui regardait, non pas, il ne cherchait pas à prédire ce qui va arriver, mais il essayait de regarder quels étaient les endroits où allait surgir la conjonction des problèmes. Et pour lui, c'était les mégalopoles qui constituaient un enjeu majeur dans les décennies à venir. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse sur la question. Monsieur Martineau, vous souhaitez réagir? Mais sur la transformation des villes, on peut imaginer, par exemple, vous prenez, moi, mon grand-père était médecin en Creuse. La Creuse, c'est un département très beau, formidable, mais désert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus forcément habiter là-bas parce qu'il n'y a pas grand-chose. Avec la Covid, il y a un vrai phénomène qu'on constate, nous, dans nos agences, c'est le fait que les gens cherchent à habiter ailleurs, parce qu'avec le télétravail, pour certaines catégories de personnes, on peut travailler ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut se dire, et on le voit, nous, chez Orpi, de voir des gens qui quittent les centres-villes et qui vont habiter ailleurs. Il y a une mobilité, il y a des villes qui retrouvent du dynamisme dont on ne parlait pas il y a encore 2 ans. Donc on peut transformer avec des projets d'urbanisme déjà de rénovation, parce qu'on a un patrimoine architectural qui est super en France, qui est magnifique. Il n'y a pas que nos amis anglais qui sont venus rénover des départements. On peut faire plein de choses. Donc on peut aider les gens à aller vers ça, mais à ce moment-là, il faut avoir du numérique, qu'on puisse travailler à distance, avoir des écoles, avoir des centres médicaux aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des déserts. Donc, en fait, c'est repenser. Si vous prenez des voisins comme l'Allemagne, par exemple, où il y a plein de petites villes intermédiaires, les gens, il n'y a pas cette concentration qu'on peut retrouver chez nous. Donc, on peut, je pense, la lutte climatique, c'est en fait un moyen de réfléchir à comment on habitera autrement. Vous parliez des montagnes, moi j'habite dans les Landes au bord de l'océan, on voit bien que le climat change, donc on a des étés plus chauds, on va habiter différemment, mais on peut, avec des projets d'urbanisme, sans abîmer, en rénovant, on peut apporter du bien-être aux gens, je pense. Merci à tous les 4, en tout cas, on vous applaudit chaleureusement, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernière session de la journée, interdit de stade, le foot, laboratoire du contrôle social. À tout de suite.